2 va mourir dans 30 ans. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin. C'est ça. Si vous intéresse pas, ok, continuez à aller voir des machines. Et bonjour tout le monde, première de la journée, mais comme hier, hein, on se retrouve tous les trois là pour ouvrir le bal et on va vous parler entre autres d'accès direct. Voilà. On a 2-3 sujets qui nous tiennent à cœur, hein. Donc à ma gauche, Guillaume Rall qui est président du SNMKR, à ma droite Sébastien Tessuto qui est conseiller politique pour le SNMKR, au fond Cécile Aubry à qui on fait un petit coucou, vice-présidente du SNMKR. Ils sont magnifiques. Et du coup, on va vous parler. Alors, on a 2 grands thèmes qui nous passionnent pas mal en ce moment. L'accès direct, voilà. Et en même temps, un modèle économique, une revalorisation, mais ça va un peu avec en fait. Les deux sont sur comment notre profession est en train de changer et en quoi on doit changer notre posture dans notre profession pour que les choses évoluent en fait. Voilà. Qui est venu pour l'accès direct là? Ok, très bien, parfait. Donc on va vous en parler. En CPTS, c'est un peu la nouveauté. Alors moi, je suis parallèlement élu avec Cécile à l'URPS Kiné Île-de-France et je m'occupe entre autres de l'accès direct. Et en tant qu'ITMP, organisme de formation, on a notamment des formations sur l'accès direct. Voilà. Théoriquement, aujourd'hui, les jeunes qui sortent, alors c'est pas vous, hein, vous êtes déjà trop vieux, vous. Les jeunes qui sortent sont formés en théorie à l'accès direct. Je pense que sur le papier, ça reste très théorique, voilà, et que dans la pratique, il y a encore un petit monde d'écart. Et du coup, on va vous parler de ça. Guillaume, est-ce que tu nous fais en plus, toi, tu as Stéphanie Rist dans tes contacts un peu perso, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de cet accès direct? Mais pas trop longtemps, il faut que tu laisses parler Sébastien après un moment. Hein. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Guillaume Rall. Donc, comme Xavier lui a dit, je suis président du SNMKR et je suis surtout kinésithérapeute libéral dans le Loiret. Le Loiret, un des départements dans lesquels on a le droit de faire maintenant de l'accès direct si on est en CPTS. Étant donné que je suis dans ma CPTS, j'ai le droit d'en faire, donc je vais pouvoir vous en parler à la fois en tant que président de syndicat et donc interlocuteur auprès des pouvoirs publics pour porter, on va dire, la parole des kinés auprès de ces institutions, mais aussi concrètement sur le terrain, comment ça se passe. Je pense qu'on va déjà repartir de choses qui peuvent sembler un peu bateaux, mais qui finalement ne le sont pas complètement lorsqu'on voit tout ce qui passe comme information, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je pense qu'il est bien de resituer un certain nombre de choses. Déjà, l'accès direct, c'est la possibilité d'accueillir un patient sans prescription médicale. L'accès direct, c'est le fait de pouvoir voir un patient et être le premier acteur. Ça fait 70 ans qu'on l'a. Ça fait 70 ans qu'on l'a parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle le champ non thérapeutique en kinésithérapie. Déjà, ça, c'est la première chose. On a l'accès direct depuis très longtemps dans le champ non thérapeutique. Le massage, l'esthétique, la prévention, etc. L'expertise, la préparation physique, on l'a déjà. Mais ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, évidemment, c'est l'accès direct dans le champ thérapeutique. Parce que la loi dit, lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les kinésithérapeutes pratiquent leur art sur prescription médicale. Ça a toujours été la base. Voilà. Mais depuis quelques années, et sur demande et lobbying important de la profession, on se dit que ça pourrait peut-être être pertinent dans l'intérêt des kinés, mais surtout dans l'intérêt des patients et du système, de pouvoir les accueillir sans prescription médicale. Et c'est bien de dire de toute la profession, parce que c'est à la fois un travail du CNO, mais un travail des 3 syndicats, et Dieu sait qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur tout, mais que là, finalement, les 3 ont tous œuvré dans le même sens, et c'est capital, je trouve, à dire. On en parlera peut-être tout à l'heure. La grande différence entre les syndicats, ça va être sur la vision de la convention et du modèle économique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur l'accès direct, globalement, on est tous d'accord. Plus ou moins tous d'accord. Ça, c'est la première chose. Comment ça a commencé l'accès direct? L'accès direct, ça a commencé en 2023 avec les maisons de santé. C'est-à-dire que si vous êtes en maison de santé, depuis 2023, vous pouvez en faire. 2 choses importantes. L'accès direct, c'est pour toutes les pathologies. Certains disent, mais j'ai entendu parler, c'était la lombalgie, l'entorse de cheville, juste ça. Faux. Ça, c'était autre chose à côté, un peu bordélique. C'était des protocoles qui étaient proposés dans lesquels on pouvait accueillir en accès direct sur la lombalgie et l'entorse de cheville, mais en plus, on avait des compétences supplémentaires. On pouvait faire des radios, on pouvait faire des arrêts de travail, etc. etc. Donc, c'était un protocole très particulier avec de la délégation de tâches avec les médecins. Ça, j'ai pas envie de dire vous l'oubliez, mais pour le bien de nos cerveaux et de cette conférence, vous allez l'oublier.
parce que c'est un truc qui ne s'est quasiment pas fait. Donc l'accès direct, c'est pour toutes les situations de soins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, on peut également le faire si on est investi dans une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé. Est-ce que certains d'entre vous exercent en Île-de-France? Est-ce que certains d'entre vous exercent dans le 78? Ben non. Ok. Parce que le 78, ça fait partie des départements en Île-de-France qui peuvent le faire. Le Loiret dans ma région, il y a le Var en PACA, il y a la Réunion, il y a la Martinique, voilà, il y a le Rhône. Donc il y a 20 départements maintenant dans lesquels on peut le faire. Si tu veux, on les cite. Hein. Comme ça, tout le monde les aura. Vas-y, allez. Il y a l'Aude, il y a les Côtes-d'Armor, les Deux-Sèvres, le Gers, la Haute-Corse, le Haut-Rhin, l'Isère, la Réunion, le Loiret, la Martinique, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Rhône, la Seine-Maritime, le Tarn, le Var, la Vendée, Lyon et les Yvelines. Voilà, donc si vous n'êtes pas concerné, vous le serez bientôt, je pense, mais pas encore. Un autre élément très important, et c'est un petit peu ce que j'ai dit avec cette histoire de protocole bizarre qui avait été créé. L'accès direct, ça n'est pas de l'accroissement de compétences. On a les mêmes compétences. C'est un mode d'exercice différent. Avec l'accès direct, vous n'êtes pas habilité à faire des radios, vous n'êtes pas habilité à prescrire des arrêts de travail, vous n'êtes pas habilité à prescrire des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Est-ce qu'à terme, ce serait pertinent que le kiné puisse le faire? Peut-être, pourquoi pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça n'est pas le sujet, c'est complètement autre chose. Autre élément très important, et ça c'est vrai que ça peut avoir tendance à surprendre quand on se pose la question légitime de est-ce qu'on est prêt à faire de l'accès direct finalement? Deux éléments. La première, c'est que l'accès direct, c'est juste être capable de repérer des drapeaux rouges, alors qu'en fait un médecin n'est pas passé avant. Mais je ne sais pas vous, hein. Moi, quand un patient vient dans mon cabinet, il est toujours venu avec un papier disant « j'ai mal au dos » sur le papier, et on disait au patient « qu'est-ce que vous avez ?» Il disait « j'ai mal au dos ». J'ai jamais eu beaucoup plus d'informations de la part du médecin qui me disait qu'il avait fait ces tests cliniques-là, ces évaluations-là, ce diagnostic médical-là. Donc en fait, on a toujours été en accès direct finalement. Et si certains se disent « oui, mais la prescription pouvait avoir tendance quand même à nous protéger », faux. Et c'est là où il faut se dire que l'accès direct n'est pas un accroissement de responsabilité, c'est plutôt que on pensait qu'on n'avait pas de responsabilité, qu'on était protégé par la prescription médicale. C'est faux. On n'a jamais été protégé par la prescription médicale. Donc, en fait, l'accès direct, hormis le fait que si vous n'êtes pas très à l'aise avec le repérage des signes de gravité, des drapeaux rouges, etc., ça peut être bien éventuellement de se reformer, comme disait Xavier, et je sais qu'il le fait à l'ITMP. Nous, on peut le faire à l'ONREC aussi. Il y a des formations qui permettent de se mettre à jour par rapport à ça. Il n'y a pas de véritable changement dans le quotidien. J'avais comme ça 2-3 exemples de dire finalement lundi matin, là, vous avez un patient qui arrive, que vous suivez pour autre chose, et il vous dit ce week-end, je me suis tordu la cheville, est-ce que vous pouvez regarder? Vous lui dites oui ou vous lui dites non? Bah, vous lui dites oui, évidemment. Vous regardez sa cheville, même s'il venait pour une prescription du coude. Et évidemment, vous ne lui dites pas, ben non, il faut aller chez le médecin, il va vous faire une ordonnance, et alors je regarderai votre cheville. Vous faites déjà de l'accès direct. Autre exemple, vous avez quelqu'un qui vient avec une ordonnance du mois de juin, et il vient lundi, 13 octobre. Est-ce que l'ordonnance de juin, elle est encore valable? Et je rejoins Guillaume. En plus, est-ce que l'ordonnance est en elle-même valable? Alors, hier, on a déjà eu un peu de discussion là-dessus hier, et il y avait quelqu'un, une directrice d'école de kiné, dont je me suis fait virer il y a 15 ans, parce que je tenais le discours justement de l'accès direct, et que sur une ordonnance, il n'y a rien d'écrit en fait. Et donc à l'époque, ils m'ont dit, bah, du coup, vu que tu dis ça, on te vire. Il faut faire ce que dit le médecin. Moi, j'ai toujours pensé, je ne veux pas dire qu'il faut faire l'inverse ou pas faire ce que dit le médecin, mais comme la plupart du temps, il ne dit rien, effectivement, notre rôle, c'est de qu'est-ce que nous, on doit dire. Et c'est ça, prendre notre responsabilité. Et je disais au début, c'est changer aussi notre posture, changer qui on est, comment on travaille, et c'est assumer notre responsabilité jusqu'au bout. Pour ça, évidemment, il faut soit avoir été bien formé initialement, ce qui n'était carrément pas mon cas au millénaire dernier, ou alors aujourd'hui se compléter par des congrès, par des formations. Effectivement, à l'ONREC, il y a Étienne qui fait ça magistralement. On se débrouille un peu chez nous aussi. Et juste peut-être compléter ce que tu disais, donc sur le fait que les kinés ont l'impression que l'ordonnance les protégeait sur une recherche de drapeau rouge, ce n'était pas le cas. Juste préciser, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup discuté avec les médecins, c'est qu'on ne fait pas de diagnostic médical, tu l'as dit hier.
L'accès direct, ce n'est pas un diagnostic médical. On ne pose pas un diagnostic médical. On fait un diagnostic d'inclusion ou d'exclusion, ou un diagnostic différentiel. Et c'est ce qu'on fait déjà depuis, comme tu le disais, 70 ans. Donc peut-être les éléments pour rentrer un peu plus dans le détail, sans être trop chiant, de comment se met en œuvre l'accès direct actuellement. Donc c'est dans 20 départements, alors, maisons de santé partout en France, 20 départements si vous exercez en CPTS. Qui est en CPTS? Très bien. Ça bouge? Dans un département concerné? Ah, mais dans le Var. Oui, toi, tu es dans le... Ouais, mais ça, tu vas le mettre en œuvre. Ouais. Élément important, ça c'est ce qui est écrit dans la loi, et je réponds à la question tout de suite de pourquoi c'est aussi compliqué, tout simplement parce qu'il a fallu batailler pour que ce texte passe, parce que certaines corporations avaient moins envie que nous que ça passe. Et puis, certains pouvoirs publics qui ne connaissent pas bien nos métiers nous disent « Ouais, mais si vous faites de l'accès direct, vous allez prendre beaucoup plus de patients, vous allez garder plus longtemps, ça va coûter plus cher. » Nous, on pense que c'est l'inverse. Parce que quand le patient il est lobotomisé par des messages parfois un peu déviants de certaines thérapies, parce qu'il n'a pas le temps d'aller voir le médecin, parce que le médecin est full, parce que le kiné il a aussi des files d'attente, parce qu'il a vu une radio qui lui a dit qu'il avait une discopathie dégénérative, alors que c'est aussi grave qu'avoir des cheveux blancs et que ça peut commencer à l'âge de 25 ans, etc. etc. Là, on se rend compte que... Oui, bah oui. C'est ça. Donc, juste pour terminer, donc aujourd'hui, l'accès direct, c'est écrit que s'il n'y a pas de diagnostic médical établi, c'est maximum 8 séances. Et s'il y a un diagnostic médical établi, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, on s'est posé la question, c'est quoi un diagnostic médical établi, un diagnostic médical non établi? On s'est mis d'accord avec la CNAM, enfin, on a réussi à imposer notre vision à la CNAM et elle l'a accepté, c'était plutôt cool. C'est de se dire qu'un diagnostic médical non établi, c'est si quelqu'un vient en accès direct chez vous et que c'est la première fois qu'il a cette douleur-là et qu'il n'a jamais vu de médecin pour. En gros, voilà. Tout le reste, c'est du diagnostic médical établi, vous n'avez pas de limite de 800. Un patient qui est en ALD, s'il vient pour la raison de l'ALD, c'est du diagnostic médical établi, hein, c'est écrit sur la carte vitale. Si jamais c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, si c'est quelqu'un qui est déjà allé chez le médecin, si c'est quelqu'un qui a déjà eu une imagerie, si c'est quelqu'un qui a déjà eu un compte-rendu d'hospitalisation, le diagnostic médical est établi. Ce n'est pas vous qui l'établissez, mais dans son parcours, vous êtes en mesure de démontrer qu'il y a un diagnostic médical établi. Donc 8 séances s'il n'est pas établi, illimité ou on va dire comme aujourd'hui, s'il est établi. Je rejoins Guillaume sur l'idée en plus au contraire, quand vous faites de l'accès direct, vous vous dites plutôt je vais garder des créneaux libres pour cet accès direct, ou en tout cas je vais me dire que dans ma journée, si j'ai une tranche horaire où je peux garder un peu de place, et donc au contraire, vous allez finalement, il y a un moment où, enfin je sais pas vous, mais moi je me lasse un peu assez vite. Et traîner des patients pendant 20, 30, 40 séances, il n'y a rien de plus chiant en fait. Voilà. Et je préfère nettement, intellectuellement, rentrer dans cette logique d'accès direct et de me dire, finalement, avec mon temps de consultation, je vais pouvoir soigner, entre guillemets, plus de gens, plutôt que de les garder dans la durée. On va au contraire réduire le nombre de séances pour pouvoir passer à autre chose qui, intellectuellement, moi, me paraît plus intéressant, quoi. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que souvent on a l'image, l'accès direct, ça veut forcément dire des soins non programmés. L'accès direct, ça veut forcément dire une plage horaire d'urgence où le patient vous appelle dans la journée. Pas forcément. L'accès direct est une condition sine qua non pour faire des soins non programmés, mais ce n'est pas une obligation. On peut aussi prendre des gens en accès direct qui ne sont pas des urgences, qui viennent sans ordonnance pour des pathologies qui traînent depuis quelques mois. Donc c'est deux choses différentes, les soins non programmés et l'accès direct. Juste pour être sûr, un soin non programmé, c'est un terme dont on entend tous parler qui n'est pas forcément clair. C'est l'équivalent de garde ou de SOS kiné en vous disant que vous gardez des créneaux libres si jamais il y a une urgence. Voilà. Et ça, on voit notamment dans des projets de CPTS qu'on commence à organiser de plus en plus, au-delà des SOS médecins, des SOS kiné, ou en accès direct. Effectivement, ça pourrait être pertinent parce qu'aujourd'hui, les entorses de cheville, en fait, elles vont aux urgences. Elles vont aux urgences. S'il n'y a pas de médecin et que la personne, elle ne sait pas marcher, ou même quand elle sait marcher, mais qu'elle n'est pas sûre, parce qu'aujourd'hui, toute la population pense que quand on se fait une entorse de cheville, il faut aller faire une radio. Et c'est là où on a probablement une responsabilité collective, et ça permettra de faire le lien avec le sujet suivant, une responsabilité collective à accueillir ces patients-là en accès direct et surtout montrer qu'on est capable de le faire parce qu'on sait le faire et surtout parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on le fait depuis toujours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme tu disais, Xavier, c'est le côté finalement, on le sent que dans nos activités, dans la manière dont on est rémunéré aujourd'hui,
on le sent qu'il y a des prises en charge qui peuvent être un peu longues. Mais parce qu'en fait, on a aussi un modèle économique qui ne nous incite pas à bien travailler et qui ne nous incite pas à libérer nos patients. Aujourd'hui, notre tarif de consultation, c'est 18 balles, que ce soit la première séance de la lombalgie comme la 60e, sachant qu'on sait souvent que la 60e, elle a rarement de l'intérêt, ou si dans 1% des cas, mais même la 30e, elle est peut-être dans 5 ou 10% des cas, on le sait très bien. Et nous-mêmes, on est mal à l'aise avec ça parce qu'on sait qu'on pourrait libérer plus nos patients. Mais en même temps, si aujourd'hui on fait ça comme ça, on sait qu'on tue notre modèle économique. Donc quand je dis ça, c'est pas que de la faute des kinés, hein. C'est pas nous qui sommes mauvais, hein. C'est nous sommes enfermés là-dedans et l'État nous a aussi enfermés là-dedans. Donc la question est de savoir comment, avec l'accès direct et avec ce constat-là, on a de plus en plus de patients, on a des patients très sédentaires, on a des patients très chroniques, on aimerait pouvoir augmenter le turnover pour voir peut-être un peu moins nos patients parce qu'on peut plus facilement les autonomiser. Est-ce qu'il y a un modèle économique qu'on pourrait créer pour ça ? Et ça, c'est aussi notre travail de représentant syndical. Et nous, on pense qu'on a trouvé quelque chose. Alors, avant d'embrayer dessus, moi, j'ai déjà une première réponse. Moi, je travaille plus qu'1 jour par semaine au cabinet. Donc, comme ça, je les vois quand même moins. Et je les invite à se passer de moi. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai un peu d'autres activités à côté. Hein. Dans quel cas vous faites une radio et pas une radio pour une entorse de cheville ? Qui a une idée ? Suspicion de fracture, ouais. Et donc on a un test, on va dire des critères qui sont établis pour ça. C'est les critères d'Ottawa. Il y a un algorithme très simple qui vous dit, voilà, en fonction de ces critères-là, soit c'est positif et il faut faire une radio, soit c'est négatif et à 99,9%, il ne faut pas faire de radio. Voilà. Le seul truc, parfois, il peut y avoir des positifs, négatifs un peu plus ambigus. Mais finalement, se dire, ça s'apprend et c'est aussi une logique de triage. Moi, dans cette logique d'accès direct pour l'URPS, là, je suis allé passer 2 jours dans un service d'urgence chez un copain qui est chef de service, là, tout près à Saint-Joseph. Et c'est rigolo, en fait, il y a une logique dans les urgences qui est que le patient ne s'arrête jamais. Il faut qu'il ait un flux de l'entrée vers la sortie. C'est marrant parce que ce n'est pas du tout l'idée qu'on en a, hein, mais donc il faut qu'il avance et il faut qu'on puisse trier. Et dès qu'on peut, le but, c'est quand même de le mettre dehors. Voilà. Et donc, ça vient en contradiction, effectivement, avec notre posture de « je prends quelqu'un pour 60 séances ». Il y a un moment, il faut qu'il y ait une sortie. Juste peut-être avant de... Enfin, si ça vous intéresse qu'on fasse évoluer ce sujet-là sur le modèle économique aussi des kinés, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit déjà ? Est-ce que c'était à peu près clair, hein ? Ouais. Merci. Moi, j'aimerais savoir finalement le protocole de cet accès direct en CPTS, sachant que moi, de toute façon, je ne fais pas partie des 20 départements. Pas encore. Donc à l'heure actuelle, pour l'accès direct, il y a 2 solutions. Si vous êtes dans une maison de santé pluriprofessionnelle, quel que soit le département, partout en France, vous avez l'accès direct. Ce n'est pas une expérimentation, c'est dans la loi. C'est la loi. J'entends pas ? Voilà. Plus la deuxième chose, c'est que si vous êtes dans les 20 départements concernés par l'expérimentation, dans ce cas-là, il faut que vous soyez adhérent d'une CPTS et il faut que vous vous déclariez sur le site de l'ARS. Ça prend 4 minutes. Il y a obligation de déclaration sur le site de l'ARS parce qu'on est dans le cadre d'une expérimentation. Et ensuite, vous avez obligation de transmission de votre bilan et vous voyez vos patients en accès direct. C'est aussi simple que ça. Aux médecins et aux patients. Ouais, aux médecins traitants. Du coup, moi, j'étais présidente d'une CPTS et le grand débat, les médecins avec qui on travaille vraiment en pluripro toute la journée, on est sur WhatsApp, on a vraiment une belle relation parce qu'on est sur un tout petit territoire. Et on est à 1 heure, on est dans l'endroit de France le plus loin d'un CHU. Donc de toute façon, on a une pratique très particulière et les médecins sont vraiment pro-kinés. Mais moi, ce que les médecins m'ont dit, c'est déjà, vous n'avez pas d'accès aux soins. Il y a 2 mois d'attente avec vous. On ne va pas aller se prendre la tête en plus avec la cheville ou le lumbago. Déjà, prenez juste nos patients parce que ça les stresse, ils prescrivent de la kiné. Et nous, on n'arrive pas à donner de rendez-vous. Et qu'est-ce que je leur réponds ? C'est excellent parce que ça fait le lien, je pense, avec le sujet juste après. Je pense qu'en kinésithérapie, et là Guillaume pourra développer derrière, comme partout, il y a des rapports qui étaient sortis il y a quelques années, on a entre 20 et 30% d'actes inutiles, globalement dans la santé en France. Je pense que la kinésithérapie ne fait pas exception à ça. On a aussi 30% de soins inutiles, justement, mais parce que notre modèle est fait comme ça. C'est-à-dire que notre modèle actuel, nous n'avons aucun intérêt financier à bien travailler.
c'est une phrase de Guillaume. On a un modèle qui nous pousse à la quantité et à voir les gens avec un nombre de séances. Je pense qu'il faut aussi que les kinésithérapies, une fois qu'on a l'accès direct, puissent justement re-questionner ce modèle et se dire finalement ces patients-là, est-ce qu'il ne faut pas les voir moins souvent, les autonomiser? Est-ce qu'il ne faudrait pas un lombalgique en fin de séance lui prescrire de l'activité physique adaptée pour aller faire de l'activité physique derrière? Et donc il faut un modèle qui puisse inciter les kinésithérapeutes à prendre des patients, à augmenter la file active, mais aussi à les libérer plus rapidement, à les autonomiser, à les libérer plus rapidement pour laisser de la place. Et alors là, je te laisse la place, Guillaume. On a un peu réfléchi à ça au SNMKR, on a des petites idées. Ouais, alors je sais qu'il y a Xavier qui va reprendre la parole aussi, mais pour te répondre, moi, ça me fait plaisir que les médecins s'inquiètent pour nous. Ça fait plaisir, c'est pas toujours le cas. Maintenant, la réalité aussi, c'est que ces patients-là, il y en a beaucoup, on les aurait vus après. De toute façon, la seule différence, c'est qu'ils ne seront pas lobotomisés par l'imagerie qu'ils ont vue, qui leur dit « Bon, je viens faire de la kiné, j'ai mal au genou, mais de toute façon, j'ai compris qu'à 44 ans, j'étais condamné à avoir mal au genou toute ma vie. » Et ce message-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti dans votre cabinet, le meilleur exemple, je trouve, c'est une épicondylite. Une épicondylite, c'est une saleté, ce truc-là. C'est vraiment une saleté. Ça vous est pas déjà arrivé d'avoir des prises en charge comme ça, où au bout de 3 ou 4 séances, la rééducation, elle est finie. Là, le patient, il sort, vous faites « Non, mais j'étais bon. Mais qu'est-ce que j'ai été bon ?» Et là, vous regardez, vous faites « Ah oui, mais non, dans le bilan, j'ai vu qu'il avait mal depuis 6 jours. » Et puis finalement, l'épicondylite d'après, douleur depuis 9 mois, vous mettez 18 séances et pourquoi j'ai été mauvais? Non, j'ai pas été mauvais. C'est juste que j'ai dû passer un temps fou. Le temps de la rééducation, de mon point de vue, là, c'est très personnel. Il est tellement dépendant du temps, déjà, depuis lequel le patient a mal, et le temps qu'on a dû mettre à déconstruire toutes les idées reçues disant que c'est parce qu'ils avaient une articulation déplacée, qu'ils étaient foutus, qu'il fallait surtout pas faire de sport, etc. etc. C'est aussi ça. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut peut-être qu'on change de paradigme aussi et qu'on ose se dire on n'a peut-être pas besoin de voir les patients autant. Par contre, il faut qu'on les voit plus tôt. Il faut qu'on les suive peut-être plus longtemps, mais peut-être pas 3 fois par semaine, peut-être plutôt 1 fois par semaine. Et ça, encore une fois, économiquement, pour l'instant, on n'est pas incité à ça. Et c'est un vrai changement de posture aussi dans notre attitude, hein, et de leur dire, ben non, je vous vois qu'1 fois par semaine, et c'est très bien comme ça, en fait. Ah mais non, mais avant, on me voyait toujours 3 fois dans la semaine, voire 5 fois dans la semaine. Eh ben écoutez, c'est super, ma porte est grande ouverte dans les 2 sens. Vous êtes la bienvenue, mais si ma manière de travailler ne vous convient pas, vous pouvez aussi partir et vous pouvez aller ailleurs dans un endroit où on vous prendra 5 fois par semaine. Ce n'est pas ma manière de travailler, c'est ma posture en fait. C'est une phrase que je ne me gêne pas de dire à mes patients. Donc maintenant, la question, c'est... J'avais une question pour toi, Guillaume. Oui. On en a fait beaucoup des actes de première intention. Et est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques ou des effets négatifs reconnus? Les effets bénéfiques, on ne les a pas encore évalués parce que c'est trop tôt. Mais sur la première année où les maisons de santé, les kinés en maison de santé ont pu faire de l'accès direct, il y a eu 300 000 consultations faites en accès direct et environ 0 événement indésirable. Voilà. Donc, conclusion, l'accès direct n'a pas tué de patient. Mais ça, on le savait, on s'en doutait. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais avant, Xavier, ça passe aussi par l'éducation médicale, parce qu'on a aussi des patients qui arrivent avec des ordonnances, avec des chirurgiens qui disent qu'il faut être vu 5 fois par semaine. Donc tout ça, c'est tout le système qu'il faut revoir et remodifier. Voilà. C'est à la fois le système, mais il y a une petite phrase qui dit si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Voilà. Si tu ne peux pas changer comme ça le monde, change-toi toi-même et change ta posture. Et après, oui, vous ne changerez pas. Écoutez, si ce chirurgien veut vraiment que ce soit 5 fois, chez moi, ce ne sera pas 5 fois. Donc encore une fois, si vous voulez, je peux l'appeler le chirurgien, je peux échanger avec lui. Et si vraiment vous tenez à ce que ce soit 5 fois, allez ailleurs. Moi, de toute manière, je suis là 15 jours. Donc vous voyez, le problème est tout de suite réglé. C'est non modifiable, non modulable. Et donc, depuis 2-3 ans, notamment depuis les dernières négociations conventionnelles dont vous avez dû entendre parler, pour lesquelles, côté SNMKR, on a décidé de ne pas signer pour plusieurs raisons. D'une part, l'obligation des jeunes diplômés qui ne nous convenait pas du tout, et la manière dont étaient proposées les revalorisations, justement les revalorisations de l'avenant 7. Nous, la problématique qu'on a vue, c'est que oui, il y en a, oui, ça fait une grande enveloppe, mais le problème, c'est que la première séance de lombalgie, elle est revalorisée de la même manière que la 50e séance. On a toujours intérêt à faire 50 séances. Donc, comment on module ça? D'ailleurs, ceux qui ont signé l'avenant 7 ont choisi de ne pas venir à Rééduca cette année, je crois. Ça, c'est pas moi qui le dis. Donc la question est de savoir comment on fait.
on a travaillé pendant 2-3 ans sur un nouveau modèle, on s'est posé toutes les questions possibles, mais vraiment toutes, jusqu'à la plus caricaturale, en se disant, si jamais on veut augmenter la valeur des actes, alors, les questions vont volontairement vous choquer, hein, c'est fait exprès. Pour augmenter la valeur des actes, pourquoi on ne dit pas que maintenant, un patient, il peut voir le kiné que 8 fois par an, quelle que soit la pathologie. C'est violent, hein. Mais là, par contre, on aurait une revalorisation des actes. On s'est dit, collectivement, est-ce que c'est une bonne idée? Non. On pense que ce n'est pas du tout une bonne idée de faire comme ça. Donc, il faut qu'on pense autrement. Peut-être juste avant que tu développes le modèle, peut-être dire deux choses quand on est sorti des négos. La première chose qu'on s'est dit, si c'est pour remettre 15 centimes sur la lettre clé tous les 5 ans, ça ne suffira pas. Dans tous les cas, ça ne suffira pas parce que ça ne change rien à votre pouvoir d'achat, ça ne change rien à personne, ça coûte beaucoup d'argent. C'était quand même 500 millions d'euros, la négociation de l'avenant 7. Sur les 6,5 milliards d'euros de dépenses de kinésithérapie chaque année, c'est quand même important. Et on s'est dit, la première chose, ça ne changera rien. On ne va pas retourner en négo dans 5 ans pour remettre 15 centimes sur la lettre clé. Il y aura eu 3, 4, 5% d'inflation chaque année. Et la deuxième chose qu'on s'est dit, c'est le calcul que tu as fait récemment. On a regardé à qui profitait cette augmentation de lettre clé. Et quand on regarde les chiffres des associations de gestion, ça profite au dernier quart des kinés qui gagnent le plus. Et là, on s'est dit, clairement, il y a un problème. C'est-à-dire que cette augmentation de lettre clé, la seule partie des kinés dont le pouvoir d'achat n'a pas diminué sur les dernières années, c'est ceux du dernier quart, donc qui sont au-delà de 100 000 euros de bénéfices. C'est 60 à 70 000 euros de revenus. Et pour le coup, tant mieux. Le problème, ce n'est pas ce quart-là. Le problème, c'est que les 3 premiers quarts, ils n'ont pas pu faire évoluer leur modèle. Donc, comment on raisonne? Comment on réfléchit? Parmi les propositions qu'on a eues en tête, c'était de se dire, par exemple, dans le champ musculo-squelettique, pourquoi, la prochaine fois qu'on a une possibilité d'avoir des revalorisations, pourquoi on ne les concentre pas notamment sur le début de la rééducation? Pourquoi depuis l'avenant 7, il va y avoir plus de 2 euros sur tous les actes? Pourquoi on ne s'est pas dit qu'on aurait pu avoir plus 4 euros sur les 10 premières séances, pour avoir un intérêt à autonomiser, pour avoir un intérêt à espacer les séances, à rendre le patient plus acteur de sa santé? Parce que moi, j'aime beaucoup aujourd'hui le gouvernement qui dit qu'il faut responsabiliser les gens. J'aurais tendance à dire oui, mais vous ne l'abordez uniquement qu'à travers la responsabilité financière. C'est beaucoup plus facile de responsabiliser financièrement un riche qu'un pauvre, hein. Parce que quand tu n'as pas d'argent, de toute façon, tu ne peux pas être responsabilisé, ou si c'est pour renoncer aux soins, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, responsabiliser les patients sur la capacité à prendre un médicament, à ne pas faire une imagerie si on leur dit que ça ne sert à rien, à faire les exercices qu'on leur propose chez eux, sachant qu'on sait très bien que même avec 3-4 minutes d'exercice par jour, un mouvement particulier, ça peut déjà améliorer leur qualité de vie. Donc, pourquoi on ne serait pas incité à espacer les séances, à un peu moins voir les patients? Et moins voir les patients ne veut pas dire moins bien les prendre en charge. C'est-à-dire qu'une lombalgie, la voir 4 fois par semaine, je ne suis pas sûr que sur le plan physiologique, il soit passé quelque chose d'énorme entre le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Par contre, peut-être qu'entre le premier lundi et le lundi d'après, le fait d'avoir fait 6-7 jours de mouvements, répétés en fin d'amplitude, ça peut permettre d'avoir peut-être des premières modifications de la symptomatologie, mais ce n'est pas parce que vous l'aurez vu 48 heures après, plutôt qu'une semaine après, qu'on sera forcément meilleur. Et on le sait entre nous. Mais si on a un créneau de vide dans notre planning, on a un intérêt financier à le remplir. Donc déjà, avoir une majoration des premières séances pour créer cette dégressivité qui va désinciter peut-être à voir le patient 35 fois s'il n'y a pas besoin de le voir 35 fois. Ça, c'est une première idée. La deuxième idée qu'on avait, c'était, vous avez dû en entendre parler, on a des référentiels. On en a 14. Au-delà d'un certain nombre de séances, vous devez demander au service médical de l'assurance maladie si vous voulez continuer les soins, si vous pouvez continuer les soins. Ça ne marche pas, hein. On ne les fait pas, personne ne les fait, et la Sécu ne les contrôle pas. Nous, ce qu'on propose, et la proposition qu'on fait, elle est ambitieuse. Certains vont dire qu'elle est peut-être rude, mais nous, on pense qu'on doit passer par là. On supprime tous les référentiels. Par contre, on crée un bilan de suivi obligatoire tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, bilan qu'on facturera évidemment, tous les 3 mois, on doit faire un bilan qui justifie la poursuite des soins. Et si le kiné ne fait pas le bilan, il ne peut pas continuer les soins. Parce qu'à un moment donné, si aujourd'hui on est aussi peu considéré, c'est parce qu'on ne fait pas assez nos bilans. Et les médecins et le ministère, quand ils nous balancent ça dans la figure, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ouais. Mais quand on fait nos bilans, en fait, il n'y a pas de problème. Et le bilan, qu'on soit d'accord, hein, on n'est pas en train de parler d'une dissertation. Hein. Un bilan de suivi, ça peut être, la personne est venue pour une douleur de genou, elle n'était pas capable de marcher, elle n'était pas capable de monter ses escaliers, on a fait le bilan initial. À 3 mois, on se rend compte que la personne a repris le travail, elle a encore une petite douleur dès qu'elle marche plus de 5 km, et on voit encore un affaissement de l'hémibassin qui peut être révélatrice encore d'un déficit musculaire.
Donc je pense que ça peut être bien de continuer quelques séances. En 4 lignes, c'est écrit. Eh ben, nous, on considère que si ça, c'est la contrepartie qu'on doit donner à l'assurance maladie pour avoir des revalorisations, elle est plus pertinente que d'avoir sacrifié les jeunes diplômés à l'exercer en zone sous-dotée ou d'avoir durci le zonage, de l'avoir multiplié par 3, parce que finalement, ça, c'est peut-être des mesures qui vont permettre de mieux répartir les pions sur le territoire français, mais à aucun moment, ça n'améliore la qualité des soins. Et nous, on pense que la qualité des soins, ça passe par l'autonomisation des patients, les bilans. Et si on fait ça, on sera capable de montrer, preuve scientifique à l'appui, qu'on est capable de voir nos patients de bonne qualité, d'en prendre plus, mais il faut qu'on ait l'incitation financière. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça, soit on continue le même modèle, en se disant, ça n'a pas marché depuis 30 ans, venez, on essaye de taper encore plus fort contre le mur en se disant, un jour, il va péter. Soit on se dit, on tente un autre chemin. Où est-ce qu'il nous emmènera? On ne sait pas. Mais en tout cas, le mur, il est quand même bien solide depuis 40 ans. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur l'idée de la qualité des soins. C'est quand même un premier point majeur. Ce qui questionne sur la qualité de la formation initiale, je le dis devant la FNEC, la qualité de la formation initiale avec 2 sujets, la qualité de l'enseignement et en même temps la posture parfois des étudiants en école. Et ça questionne sur notre capacité à former les gens derrière avec quelque part des techniques efficaces, des choses qui marchent. L'autonomisation, c'est une bonne idée, mais en même temps, quand il y a une vraie douleur au départ, si nous, en tant que kiné, on n'est pas capable d'améliorer sensiblement ce problème de douleur dès le début, eh bien, on a un vrai pépin. Voilà. Et donc, il faut qu'on aille plus loin dans la qualité de nos formations, initiales et continues, pour avoir des choses efficaces. Et justement, dans ce modèle-là, si en 4 séances, j'ai réussi à régler son problème et que je suis mieux payé sur ces 4 séances, eh bien, ça me rapportera autant que d'en avoir fait 10 des séances. Une image, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, je n'y aurais passé que 4 séances. Quelque part, je pourrais en faire 4 autres. Mais on améliorera vraiment la prise en charge des gens et on aura une efficacité. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, avec leur numérus, enfin leur zonage et compagnie, on veut juste qu'il y ait une égalité d'accès aux soins. Je vais être désagréable, de merde. C'est que l'accès aux soins sans la qualité des soins n'a pas forcément de sens. Pour aller un petit peu plus loin, ça peut permettre aussi de réconcilier 2 domaines de la kinésithérapie dont on a toujours eu l'impression qu'ils étaient concurrents alors qu'en fait ils sont amis, c'est le conventionnel et le hors convention. On est de plus en plus, on ne va pas se le cacher, on est de plus en plus à essayer de diversifier nos activités. Le problème, c'est que quand on en entend parler, j'ai rarement entendu des kinés dire, et c'est triste, hein, moi je commence à faire du HN, du hors convention, parce que j'aime ça. Non, ce n'est pas le premier argument et c'est ça qui est triste, c'est parce que le conventionnel ne paye plus assez bien. Donc pourquoi on ne se dit pas que demain, d'autant plus qu'on est frustré de ne pas pouvoir le faire, et en même temps, parce qu'il faut être aussi un peu critique avec nous-mêmes, on fait la gueule de voir des APA faire du sport santé. C'est leur métier. Faisons du sport santé à leur place. Oui, mais on n'a pas le temps. Eh bien, si on n'a pas le temps, ça montre bien qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière d'envisager notre propre pratique et de conditionner la rémunération avec. Parce que si on n'a pas le temps, c'est que notre modèle économique nous enferme là-dedans. Et donc, est-ce que demain, il ne faut pas qu'on ait un système conventionnel peut-être un peu plus qualitatif, peut-être un peu plus exigeant pour obtenir de meilleures rémunérations et pouvoir permettre de mieux diversifier l'activité, parce que demain, peut-être que l'avenir, ce sera plus comme aujourd'hui 99% de conventionnés, 1% de hors convention, ce sera peut-être 90-10, 80-20. Mais dans le 80, on sera heureux, et dans le 20, on sera heureux. Et si celles et ceux qui ne se retrouveraient pas dans un modèle conventionnel plus qualitatif, eh ben eux pourront partir en HN un peu plus largement. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est important de préciser, on parle de HN et on est au salon Rééduca, c'est quand même important de préciser, le HN, on en parlait hier justement, c'est que le HN, ça peut aussi être des objectifs de santé publique. Le HN, c'est pas juste du massage, c'est pas de l'esthétique. Le HN, c'est aussi une prise en charge de la population, c'est de l'activité physique adaptée, c'est de la prévention en entreprise, c'est de la prévention dans les écoles. Donc c'est pas juste, je vais faire un peu d'argent en plus avec mon cabinet parce que le conventionnel ne paye pas bien, c'est ce que tu disais. C'est aussi des vrais objectifs de santé publique. Ça peut être la prise en charge du lombalgique en activité physique adaptée à la fin de ces séances conventionnées. C'est ça aussi le hors convention qui peut devenir un vrai outil de santé publique. Dans le projet conventionnel, il y a un 3e élément dont tu n'as pas parlé, c'est le forfait patientèle. Alors ça effectivement, c'est une autre idée qu'on a. Après, si vous voulez plus d'informations, évidemment, on reste à disposition. On a notre stand juste à côté, et puis vous avez tout sur notre site internet. On s'est posé aussi une autre réflexion. On a compris que, et globalement, on a compris parce qu'on a fait des enquêtes auprès des kinés, globalement on est d'accord, c'est que
on est toutes et tous assez attachés à la rémunération à l'acte. Voilà. C'est quand même quelque chose qui nous sécurise, qui nous plaît. Donc quand l'État nous dit, parce que l'État y réfléchit, hein, jusqu'au conseiller du président de la République hein, qui nous pose ces questions-là, on les a rencontrés il y a 2 semaines, ils nous ont dit, mais finalement, le fait de dire qu'une lombalgie, vous gagnerez 200 balles, quel que soit le nombre de séances, ça vous plaît? Non. Non, ça ne nous plaît pas parce qu'en fait, vous allez créer 2 conneries. La première, c'est que vous allez créer un effet d'aubaine énorme, c'est-à-dire qu'on va gagner 200 balles, on va garder les patients que 2 séances, on n'est pas bête. Et puis ensuite, les patients complexes, les patients chroniques, c'est-à-dire qu'on va perdre de l'argent. Plus le patient va être complexe, moins on aura un intérêt financier à l'accueillir, mais vous allez tuer le truc. Bref, tout ça pour dire que ces idées-là, nous en tout cas, ça peut vous plaire. Hein. Nous, ça ne nous plaît pas aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas essayer de moduler un peu cette rémunération à l'acte? On l'a modulé déjà avec la valorisation des premières séances dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi on ne créerait pas un truc comme les médecins? Alors les médecins, ils ont fait la gueule quand ça a été créé. Maintenant, vu que ça leur fait gagner plus de 5000 balles par an, quand on leur propose de le supprimer, ils ne sont plus d'accord. C'est le forfait patientèle. Le forfait patientèle, c'est quoi? C'est pour faire simple, une prime que vous auriez à la fin de l'année, ou 2 fois dans l'année, on s'en fout, par patient que vous recevez, en fonction de critères de complexité. C'est-à-dire, nous, on a défini justement quels pourraient être ces critères. C'est quoi un patient complexe? C'est compliqué. Nous, on a défini 4 critères. Et en fait, imaginez que chaque critère vale 20 €. Et bien, si votre patient il a un des critères, vous avez une prime de 20 € en fin d'année. Si votre patient il a les 4 critères, vous obtenez une prime de 80 € à l'année. Premier critère, c'est l'âge. Moins de 18 ans, plus de 75 ans. On se dit que ça peut être un premier critère de complexité. Mais seul, bon, c'est pas forcément génial. Deuxième critère, le statut ALD. Quand on a quelqu'un de moins de 18 ans, plus de 75 ans en ALD, c'est déjà un petit peu plus complexe. Domicile. Si vous voyez quelqu'un de moins de 18 ans, plus de 75 ans en ALD, que vous devez le voir à domicile parce qu'il ne peut pas venir en cabinet, on est déjà sur une situation qui est un petit peu plus complexe. Et quatrième critère, couverture par l'aide médicale d'État ou la complémentaire santé solidaire. Et si jamais on obtient des rémunérations pour l'accueil de ces patients-là, on trouve que c'est une incitation qui est très complémentaire de la rémunération la valorisation des premières séances en musculo-squelettique pour nous inciter à avoir des patients sans nous inciter à multiplier les actes parce qu'on a toujours été gavés à ça. On n'a pas le choix d'augmenter nos actes pour augmenter nos revenus ou commencer à faire du HN ou du DE un petit peu bancal, etc. etc. Et donc, vous l'avez compris, en fait, les publics qui nous permettront, entre guillemets, d'avoir des primes, ce sont les personnes âgées, les patients complexes, etc. etc. Les médecins, ils ont 5000 balles par an grâce à ce forfait-là. Et l'avantage, c'est que la crainte qu'on peut avoir, et après je te laisse la parole, c'est « ouais, mais ça va être une usine à gaz, ce truc ». Ben non. Âge, c'est sur la carte vitale. ALD, c'est sur la carte vitale. C2SAME, c'est sur la carte vitale ou sur attestation. Mais de toute façon, on demande déjà l'attestation quand... voilà. Domicile, c'est dans la nomenclature. C'est comme les médecins, ça peut s'automatiser sur Amélie Pro. On aurait 0 paperasse juste pour notre capacité à accueillir des patients complexes. Donc ça, c'est une autre idée. C'est peut-être pas la meilleure du monde, mais en tout cas, la somme de ces idées-là, on n'en avait jamais entendu parler avant. Donc nous, on se dit que, voilà, encore une fois, au lieu de se prendre le mur, on essaie de prendre d'autres chemins. Il va être temps de rendre l'antenne parce que le prochain groupe est là. Et ouais, déjà. Alors pour ceux qui pensent que dans les syndicats, ils pensent pas, ils font rien, ils réfléchissent pas, vous avez la preuve du contraire déjà. Hein. Merci Guillaume et Sébastien. Voilà, alors c'est mes copains par ailleurs. Hein. Je suis adhérent du syndicat, mais pas du tout impliqué dans la vie du syndicat. Un peu. Tu es élu RPS, donc... Oui, mais voilà. Dans ce syndicat, malgré tout, je trouve qu'il y a des idées plus pertinentes que celles que j'ai vues ailleurs. Ça, c'est un premier point. Changeons notre posture, que ce soit vers l'accès direct, donc c'est-à-dire la manière de recevoir les patients. Changeons notre posture sur comment on espère gagner de l'argent demain. Bougeons-nous, changeons un peu les choses. Arrêtons de prendre des patients 3 fois par semaine juste parce qu'on a toujours fait comme ça. Posez-vous la question de qu'est-ce que je dois changer et comment je dois me former pour ça, comment je dois être accompagné. Le SNMKR, là, ils sont juste derrière. Il y a des ballons rouges là, il y en a d'autres là, juste derrière. Évidemment, Guillaume et Sébastien et le reste de l'équipe sont heureux de discuter avec vous et de continuer cet échange dans la foulée. Bérangère, c'est à toi, je crois. Non, c'est pas vous qui parlez là? Bon, allez. Merci beaucoup et puis Merci très bonne journée. Et pour les questions, tout de suite avec Guillaume et Sébastien, là, il reste là. Et merci beaucoup parce que c'est un vrai changement de paradigme et je pense que c'est important.